Par exemple, excuse-moi de te couper, mais les usagers, t'entends parler de ça qu'en période de grève. D'habitude, on t'explique, moi par exemple à la Poste, on nous fait des formations pour dire que c'est des clients. Tu chômes le mot, usager, ça n'existe pas. Alors en période de grève, mais vous avez pensé aux usagers et les usagers et le service. Tout ça, c'est un discours qui est. Je veux dire, moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a même, et moi je l'ai senti même dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire le côté dignité en fait. Et moi je pense que ce ressort-là, il est super fort. C'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour des baltrins, ils nous prennent vraiment pour des cons en fait. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas tous. Mais je veux dire, là, la spécificité notamment d'Emmanuel Macron, de son pouvoir, c'est qu'il pense sincèrement qu'on est des tartés. C'est-à-dire que là, quand au bout de plus d'un mois de grève, on t'explique qu'il y a des gens, ils sont mobilisés sur une incompréhension. On est mobilisés sur une incompréhension, en fait. Donc, sur les plateaux télé, tu as encore des gens qui vont t'expliquer, on va vous réexpliquer, on va faire la pédagogie de la réforme. Mais on l'a compris, la réforme. C'est pour ça qu'on n'en veut pas. Et ça ces ressorts-là, c'est pas comptable. Mais avec ça, tu peux avoir des grosses surprises. Et Macron, moi je le dis depuis le début, ce qui va lui coûter sa place, ce sera ça. Le mépris social. Les illettrés, les gens de rien, ça se voit, ça se sent, voilà, et ça transpire. Ça transpire que, je veux dire, tu prends même un exemple, quand tu sais que les 0,01% de la 0,001%, j'ai oublié un zéro, de la population détient 30% du PIB, et on est en train de gratter les fonds de tiroir pour trouver 1 ou 2% du PIB pour établir la retraite à 60 ans à 37 annuités et demie pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Et avec un départ avant pour les métiers les plus pénibles. Mais non, mais... je veux dire, on ne va pas nous faire croire que tu peux donner 30% du PIB à 0,01% de la population et pas à 90% de la population. Il faut savoir que la question de la retraite à 60 ans, en fait, on a l'impression, parce que souvent ils disent, mais vous allez chercher l'argent d'où? Ne serait-ce que déjà, moi je donne un chiffre qui est très simple. Enfin, on est quand même en 2020. Si on peut demander l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est bien de faire des numéros de téléphone et des Grenelles, mais ne serait-ce que si on mettait l'égalité homme-femme au niveau des salaires, il y a 4 milliards d'euros qui rentrent chaque année sur les cotisations retraite. D'accord ? Il faut le savoir. Il y a énormément d'économistes qui expliquent ne serait-ce que la moitié de la fraude fiscale. Ils pourraient encore frauder la moitié. Mais juste cette moitié-là, si on arrivait à récupérer, mettre 1000 ou 2000 inspecteurs du fisc voraces qui leur fassent la misère, de récupérer ne serait-ce leur dire, écoutez, fraudez encore 60 milliards, donnez-nous juste 60. Avec 60 milliards, on partirait tous à 55 ans avec un niveau de calcul aussi dernier mois. Tu t'imagines quand même que tu pourrais encore avoir de la fraude fiscale et que tu permettrais aux gens de partir beaucoup plus tôt. Et il y a une chose, c'est-à-dire que ça, j'ai envie de le dire, c'est qu'on explique que la retraite n'est qu'une question de ta force physique. En fait, jusqu'à quel âge tu peux encore conduire ton camion, jusqu'à quel âge tu peux conduire ton métro, jusqu'à quel âge tu peux continuer à passer le balai. Ce n'est pas ça la question de la retraite. La question de la retraite, c'est une question humaine, c'est de quelle vie en fait tu veux. Et notamment lorsque les gens... il y a deux solutions pour créer de l'emploi. C'est la baisse du temps de travail, c'est-à-dire qu'on partage. Je travaille beaucoup, je te donne un peu de mon temps pour que toi qui es au chômage, tu puisses travailler. Et la deuxième chose, c'est en libérant des emplois. Et les emplois, tu les libères avec des gens qui partent en avance. On ne peut pas tolérer que dans ce pays, tu aies 25% de la jeunesse qui soit au chômage et en fait dire aux gens, bah, toi, tu as encore la force physique de travailler après 64 ans ou quoi que ce soit. C'est pas possible en fait. Tant qu'on fonctionne avec leur logiciel, avec leurs règles, c'est-à-dire que c'est eux qui ont mis les règles du jeu, c'est eux qui ont mis le mode d'emploi et c'est eux qui te disent comment tu dois jouer. Même quand tu n'es pas d'accord avec leur fonctionnement, ils t'imposent le système. C'est-à-dire qu'ils veulent te faire croire que c'est que comme ça que ça fonctionne. Il n'y a que comme ça que tu peux avancer et pas autrement. Et en fait, tout ce qu'on fait, la grève est politique. Je le disais tout à l'heure en montrant que les salariés, en fait, c'est eux qui font tourner l'économie, mais c'est ça qui les inquiète. Les gilets jaunes, l'attaque la plus fondamentale et la plus centrale vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes, je le dis et je le répète, c'est lorsqu'ils ont soulevé la totalité des ronds-points. C'est une attaque qui a été invisible, mais qui a été l'attaque la plus centrale, parce que les gens, ils ne se connaissaient pas, ils ne se disaient même pas bonjour, et ils se sont retrouvés un jour sur un rond-point, le lundi, et puis le mardi, et puis le mercredi, et ils discutent. Au début, c'est bonjour, tu vas bien, et le mardi, ça commence à parler du salaire, de ceci, de cela, et pourquoi on ne demanderait pas ça. Et puis après, on a vu apparaître les cahiers de doléances. Ils ont commencé à faire de la politique. Ils ont commencé, comme au moment de la Révolution, ça s'appelait, je crois, c'était les communes ou les conseils, je ne sais plus comment ils appelaient ça en 1789, où il y avait des assemblées comme ça, en fait, qui commençaient à se rencontrer, se voir, discuter et autres. Et en fait, les ronds-points, on le voit tout de suite, lorsque les ronds-points, à la mi-décembre,
sont tous soulevés, le mouvement des Gilets jaunes, il prend une claque phénoménale. Lorsqu'il y a les ronds-points, c'est normal, c'est le piquet de grève. Moi, je disais, le rond-point du Gilet jaune, c'est mon piquet de grève. Si moi, tu m'empêches d'aller dans mon piquet, tu m'empêches d'aller dans mon assemblée générale, qu'est-ce que j'ai comme choix? D'aller à la manif le samedi. Donc, je viens avec un peu de WhatsApp, sauf que WhatsApp, tu fais pas la révolution à travers WhatsApp. Tu peux donner 2-3 infos, mais c'est quand tu es dans le réel, quand tu t'arrives à regarder les gens droit dans les yeux et tu sais que si tu lui dis rendez-vous demain, tu le regardes dans les yeux, il sera là demain avec toi. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il faut voir que tout le mouvement, toute la lutte, c'est uniquement politique. C'est la classe d'en bas contre la classe d'en haut. Et ça, ils veulent pas que ça se voit. Et pareil pour le fascisme. Le fascisme, moi, aujourd'hui, j'ai plein d'attaques de valeurs actuelles et autres. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un discours clair. Je dis à Patrick qui est au fin fond du Loir-et-Cher, frérot, je suis en galère comme toi avant la fin du mois. C'est pas moi qui ferme Fort Blanquefort. C'est pas moi qui ai fermé Whirlpool. C'est pas moi qui fais en sorte que ton calcul de retraite, il est merdique. C'est pas moi qui fais en sorte que les huissiers, ils viennent toquer chez toi. Et lorsque Patrick, il comprend ça, il se dit, mais c'est vrai, lui, il s'appelle Anas, il est d'origine marocaine, etc. C'est un mec de banlieue. Moi, d'habitude, les mecs comme lui, je les vois dans Enquête d'action sur W9. Moi, je dis déjà, quand tu regardes la TNT du lundi au vendredi, t'as l'impression que t'es en garde à vue. Il y a que ça. Je sais pas si tu te rappelles ça, à notre époque, moi, j'ai 33 ans, mais moi je me rappelle déjà, il y avait une émission qui s'appelait Le Droit de Savoir avec comment il s'appelait l'autre du PSG là, Cazeneuve. Tu avais le droit de savoir. Pour nous, les gens de banlieue, c'était oh là là, on disait merde, ils vont parler de nous. Aujourd'hui, c'est tellement banal que du lundi au vendredi, tu as 27 émissions qui se font tourner les reportages, les cassettes. Tiens, ça, je l'ai mis la semaine dernière, mais il est bien. Il y a des mecs qui sont en train de voler un iPhone dans le métro. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vis avec ça, c'est-à-dire, tu vis avec BFM TV, CNews, LCI, des vols de moto et l'allocution présidentielle. Et c'est que ça, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on vive et c'est comme ça en fait qu'ils essayent de nous diviser entre ce qu'ils font réellement, les éborgnements, les arrachements de mains, etc. Le fait de soulever les piquets, les ronds-points et de nous matraquer et de faire en sorte d'avoir des gens qui t'expliquent que, mine de rien, la réforme, même si elle est un peu pourrie, il faudra quand même la prendre parce qu'elle est toujours mieux que rien du tout. Donc, enfin, c'est pas possible.